Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le Salon CE et en particulier sur le stand des rendez-vous du monde du travail pour un deuxième débat donc, qui va tourner autour du télétravail, qui va nous permettre de recevoir Patrick Benamou en compagnie de Jacques Lambert. Alors Jacques, tout d'abord très rapidement, qu'est-ce que c'est que le télétravail ? Le télétravail, c'est une tendance qui commence à prendre de l'importance, c'est ne pas travailler sur le lieu de travail. C'est soit travailler depuis chez soi, soit travailler dans des lieux où on appelle ça le coworking, c'est-à-dire dans des locaux qui sont éloignés de l'entreprise et on est relié à l'entreprise par le réseau, par les nouvelles techniques d'information et de communication, les NTIC. Et le télétravail est diversement apprécié et surtout diversement mis en place dans les entreprises. L'objectif, c'est de dire déjà que le télétravail, on dit que ça a du succès dans les médias, mais les chiffres sont assez contradictoires. Il y a beaucoup moins de gens en télétravail que ce qu'on veut bien le dire. Ça, c'est sur les choses qui sont avérées et qui sont calculables. Tout simplement parce qu'il y a une partie de télétravail qui est dit du télétravail gris, à savoir qui n'est pas formalisé, où un manager dit à son salarié, écoute, 2 jours par semaine, tu vas travailler de chez toi. Mais ceci n'est pas cadré et ceci n'est pas normal, puisque le télétravail, c'est une forme d'organisation de l'entreprise, et le salarié qui est en position de télétravail doit l'être conformément à son contrat de travail, conformément à la loi. Et là, Patrick, qui a certainement eu plus de formation que moi sur le télétravail, parce que je suis loin de ces dossiers-là, d'ailleurs je vais lui passer la parole tout de suite, Patrick Benamou, qui est président de l'Union départementale CFTC du Rhône, et comme toutes les organisations syndicales, la CFTC se plonge sur ce type de dossier, conseille ses adhérents, et ses adhérents défendent les salariés dans l'entreprise. Donc sur le dossier du télétravail, est-ce que tu peux nous dire quelle est la règle et qu'est-ce que la loi a cadré en la matière ? Alors, bonjour d'abord. Donc le télétravail est bien cadré par le Code du travail. Quant à son officialisation, alors déjà, quelqu'un qui travaille sur des horaires dits normaux, temps plein, s'il était venu à travailler en télétravail, doit avoir un avenant à son contrat de travail et formaliser les choses. On ne va pas travailler de chez soi, comme tu disais tout à l'heure. Tiens, tu vas chez toi 2 jours par semaine. Et puis c'est bon. La question s'est posée de manière légale. Donc c'est-à-dire que le législateur a écrit dans le Code du travail sous quelle forme allait travailler la personne, sous quelles conditions de travail. C'est-à-dire que imaginez que vous travaillez chez vous et que en allant chercher le papier que vous avez voulu imprimer, qui sont les statistiques de l'entreprise, et que vous glissiez sur le carrelage, basiquement, est-ce que je fais un accident de travail ? Donc ces règles-là, le Code du travail a prévu le formalisme, a prévu la protection, a prévu la manière et la fourniture du matériel. Parce qu'il est hors de question aujourd'hui de travailler de chez soi avec son ordinateur personnel. Déjà pour des questions de sécurité, puisqu'il y a peut-être aussi des informations sur lesquelles vous travaillez qui ne peuvent pas être détenues sur un ordinateur lambda. Alors, tout à l'heure tu disais il y a le travail gris. Le travail gris... télétravail gris, excuse-moi. Le télétravail gris, ça prend... Les chiffres sont plus que gris. Sont même pas du tout là, puisqu'en fait, c'est pas la forme légale du télétravail. On va dire aux salariés, tu travailles 2 jours par semaine, mais quand on lui dit c'est bien, on voit apparaître une autre forme de télétravail gris, c'est les gens qui sont en arrêt maladie ou longue maladie. On leur dit, écoute, tu veux reprendre un petit peu, pour pas revenir tout de suite, tu vas commencer à mettre le pied à l'étrier en restant chez toi. Sans ça, c'est interdit, donc on n'a pas intérêt à le dévoiler, sachant que quand on est en arrêt maladie, en accident de travail ou autre, on ne doit rien faire que rester en maladie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quelquefois, les gens trouvent ça un peu ridicule. Je suis à la maison, j'ai les outils pour travailler, pourquoi je ne travaille pas ? Ma fille s'est cassé le pied. Je l'appelle pour lui demander comment ça va. Elle me dit, ça va, j'ai repris mon ordinateur, je bosse. Je dis, alors, je vais attaquer ton entreprise pour détournement de fonds de la sécurité sociale. Elle me dit, pourquoi ? Je dis, le travail que tu fais va rapporter à ton entreprise. Elle me dit, oui. Mais ton salaire, il t'est versé par la Sécu ? Il dit, oui, donc c'est moi avec mes cotisations qui te paye. Alors que c'est ton entreprise qui encaisse. Voilà la raison pour laquelle, quand on est en arrêt de travail, on ne fait rien d'autre que du travail. On ne fait pas du travail, plutôt. Excusez-moi. On ne travaille pas. Parce que ça veut dire que c'est l'employeur qui encaisse les sous, et c'est vous, avec vos cotisations, qui payez les gens qui bossent de la maison. C'est quand même pas normal. Alors, bon, il faut faire quand même attention. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez cadré. Alors, aller demander... déjà, c'est une démarche qui est, je pense, qui doit être initiée par les délégués syndicaux de l'entreprise. Le télétravail n'arrive pas comme ça le matin en se levant dans la tête de l'employeur et dit demain tout le monde se met au télétravail ou une certaine partie. Il faut négocier un accord qui va cadrer les choses et le but de cet accord va être d'améliorer
le texte de loi pour les conditions de travail. À savoir, est-ce que ma connexion Internet, vous pouvez participer ? Est-ce que l'ordinateur, c'est le mien ? Parce que quand les choses sont écrites dans un accord d'entreprise qui sera applicable à tous les salariés, au moins les choses auront le mérite d'être claires. Donc si vous ne pouvez pas négocier, parce que je ne vous conseille pas d'aller négocier individuellement une forme de télétravail de votre entreprise chez vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser, pas connaître, et l'employeur, lui, il va les connaître avant, puisque lui, il est informé sur le sujet. Donc rapprochez-vous des élus, des délégués du personnel, des délégués syndicaux, déjà pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que la loi a fixé un cadre minimum qui est capable de s'appliquer dans toutes les entreprises. Maintenant, si vous voulez améliorer, rien n'empêche aujourd'hui d'améliorer les conditions de travail, sachant que la loi a dit que l'employeur doit mettre à disposition le matériel nécessaire pour que le salarié puisse travailler de chez lui. Alors pourquoi ? Parce que là aussi, il y a toujours des raisons. Moi, je suis en train de le négocier dans l'entreprise. Donc ce que j'ai demandé à l'entreprise en tant que délégué syndical, c'est d'avoir un accord cadre qui détermine dans quelles conditions on va mettre en place le télétravail et ce qu'on doit mettre sur les avenants au contrat de travail des salariés qui vont être en télétravail. Pourquoi il faut faire payer la connexion Internet par le patron ? Ça, quand vous allez négocier, si vous êtes délégué syndical ou si vous êtes à la table de négociation, ça protège à la fois l'employeur et vous. Si vous avez une panne de votre fournisseur d'accès Internet, que vous ne pouvez pas travailler, l'employeur, si ce n'est pas lui qui paye, il va vous reprocher que l'outil de travail il est impropre et que vous n'avez pas travaillé. S'il lui paye, il va bien être conscient que la connexion est coupée, c'est lui le client et c'est lui qui va avoir recours auprès du fournisseur d'accès Internet. Ça protège à la fois l'employeur contre les pannes du réseau et vous, ça vous dégage de la responsabilité de l'abonné que vous êtes et qui allait utiliser ce matériel-là qui est le vôtre. Je pense que ça c'est important et que dans cette négo de télétravail, si dans l'esprit on décide que c'est du gagnant-gagnant, parce qu'on ne peut pas mettre en place un accord de télétravail, parce que c'est quelque chose qui n'est pas obligé. Hein. Ah non, tout à fait. Les employeurs ne sont pas obligés. Ça ne peut être que du gagnant-gagnant. Alors pourquoi on négocie un accord de télétravail ? Parmi les raisons, on peut se libérer du stress des transports. Oui. Déjà, la productivité, si tout est fait en bonne transparence, le salarié, il va partir... il va se lever à 8h, à 8h02 en exagérant, il peut être sur son poste de travail, il n'y a pas le stress de l'accident de trajet éventuel, des choses comme ça. Ou des bouchons. Ou des syndicalistes qui font grève. Ouais, voilà, ça. Ou des syndicalistes qui font grève, justifiés. Non, mais je veux dire que l'accord, donc déjà pas une obligation, c'est souvent mis en place à la demande de l'employeur pour une organisation du travail il va amener ses arguments, peut-être plus de productivité, peut-être plus de facilité, la meilleure organisation aussi de sa vie personnelle et professionnelle. Parce que quand on est à la maison, on sait très bien qu'on ne va pas aller travailler 8 heures acharnées devant l'ordinateur, il faudra manger à midi, il y a les enfants peut-être qui seront encore là, pour les mamans ou les papas qui gardent les enfants. Donc l'employeur, il doit mettre ça, il doit penser qu'à son entreprise, hein, il ne va pas penser aux salariés. Mais vous, il faut vous protéger de tout ça parce que vous avez 7 heures, 8 heures de travail à produire par jour. Comment vous les justifiez après ? Comment vous justifiez ces heures de travail ? Pourquoi je parlais d'un accord gagnant-gagnant ? C'est qu'un accord de télétravail, il doit bénéficier aux salariés et il doit bénéficier à l'entreprise. Si au départ vous ne le présentez pas comme ça pour ceux qui veulent l'accord de télétravail et que l'employeur ne veut pas donner, vous avez perdu, vous ne l'aurez jamais. Dans votre démarche, vous devez expliquer à l'employeur qu'il va être gagnant. Vous savez ce que vous allez gagner, mais lui, vous devez lui expliquer ce qu'il va gagner. Et on va passer au sujet d'après, puisque là, dans l'accord gagnant-gagnant, chacun ses arguments, vous connaissez mieux vos entreprises que nous, donc on ne va pas vous prendre un par un en disant chez vous c'est ça, chez vous c'est ça. Moi, je vais vous dire comment j'ai commencé à argumenter dans la mienne. Siège social à Puteaux, 400 salariés à Puteaux sur 5 étages. Je lui ai dit à mon patron, si tu organises bien ton télétravail, tu dois pouvoir rendre un étage. Alors comme dans des boîtes comme les nôtres, on parle en euros, il a commencé à se dire, tiens, ça fait beaucoup d'euros d'économiser tous les mois en loyer. Donc il a commencé à y voir un intérêt. Et c'est comme ça qu'on a démarré il y a 2 ans, les argumentaires en disant, tiens, voilà ce que tu vas gagner. Quand tu seras en télétravail, si c'est 2 jours par semaine, tu vas économiser 2 tickets restaurants par semaine pour les salariés, parce que vous n'avez pas le droit au ticket restaurant quand vous êtes en télétravail. Ça fait partie des choses, puisque normalement le ticket restaurant c'est fait pour vous indemniser de la part que vous mettez au bout parce que vous mangez au restaurant à côté du boulot par rapport à ce que vous mangez à la maison. Donc si vous êtes en télétravail, alors, ça fait encore des économies. Et au fur et à mesure qu'on les a alignés, un jour il a dit
on va faire un accord de télétravail. Parce que aujourd'hui, les entreprises, elles le pensent. Pour les salariés, on a parlé du stress des transports, mais c'est aussi sortir du stress de l'open space, pour ceux qui sont en open space. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Et des avantages salariés, à la limite, tu dois avoir des exemples, toi, à la CFTC, que j'ai pas, moi, dans mon entreprise, puisque je suis surtout dans l'entreprise. Les avantages que peut tirer le salarié, disons que le confort de la vie, les relations vie professionnelle, vie familiale, puisque quand on est à la maison pour organiser son temps de travail, on peut aussi aménager son temps de vie personnelle et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire quand on va au travail. On peut aussi s'affranchir, par exemple, de certains frais de nourrice, puisque quand on est en télétravail, on peut organiser son temps de travail comme on le souhaite. Ah, bien sûr, il ne faut pas avoir les enfants toute la journée et s'occuper 1 heure au travail et 6 heures des enfants. Mais je veux dire que quand on arrive... Certains employeurs disent le télétravail, c'est 50% de télé, 50% de travail. Ça, on l'entend dans les boîtes. Là aussi, il faut bien expliquer à l'employeur que c'est pas ça, quoi. Le télétravail, on travaille vraiment. Tout à fait. Ah mais non, oui. L'employeur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il va déjà avoir gagné ce que tu as dit tout à l'heure, mais ce qu'il veut, c'est avoir du résultat. S'il met en place une organisation à base de télétravail, c'est pour avoir en finale une productivité équivalente à ce qu'il avait quand le salarié venait à l'entreprise avec une contrainte moindre. Les économies financières que tu as relevées tout à l'heure, moins de frais de déplacement, moins de frais de loyer s'il loue des appartements, des locaux à certains niveaux, des choses comme ça. Mais surtout il va mettre en place, alors on peut employer ça comme on veut si c'est mal interprété, il va mettre un système de surveillance qui tentera à vérifier le temps que vous avez réellement passé pour l'entreprise. Ce qui est normal. On ne peut pas dire vous travaillez de chez vous et je ne contrôle plus rien, vous faites ce que vous voulez. Et il va voir sa productivité baisser. De toute façon, c'est facile aujourd'hui. Vous avez un ordinateur professionnel que vous avez chez vous, vous vous connectez au réseau de l'entreprise, ils savent à quelle heure vous êtes connecté, à quelle heure vous avez créé un document, à quelle heure vous avez rectifié un document, à quelle heure vous êtes déconnecté, combien de temps vous êtes resté en veille. C'est facile à contrôler. Il ne peut pas vous opposer qu'il ne sait pas comment vous travaillez dans la mesure où vous êtes sur un réseau. Si vous êtes totalement indépendant à travailler sur votre disque dur, alors là c'est autre chose. Mais si vous êtes connecté à un réseau, l'employeur ne peut pas vous opposer qu'il ne contrôle pas votre charge de travail quand vous êtes à distance. Tout à fait. Donc, comme disait Jacques tout à l'heure, c'est du gagnant-gagnant. Donc en tant qu'employeur, on a vite vu où il allait trouver sa partie gagnante. Et vous, en tant que salarié, alors je dirais que là, la loi n'a pas fixé de règles. Côté salarié, vous n'avez qu'une prestation à offrir, c'est la qualité du travail doit être identique à celle qu'il y avait avant, avec une souplesse au niveau de l'organisation du travail. Alors maintenant, en rapprochant de vos élus délégués syndicaux, on peut aller négocier des avantages supplémentaires qui peuvent être divers et variés. Comme c'est du gagnant-gagnant, l'employeur a intérêt, lui, je dirais pas à accepter systématiquement vos demandes, mais à faire en sorte que ça marche dans le bon sens. Alors les délégués syndicaux sont armés chez nous aujourd'hui pour être prêts à négocier ce genre d'accord. Tout à l'heure, on parlait de la connexion Internet. Attention, là, ça engage la responsabilité si l'entreprise la prend, mais le matériel informatique n'est pas le vôtre. Ça, on a fréquemment la question. L'ordinateur, c'est celui de l'entreprise. C'est-à-dire vous en servez pour travailler pour l'entreprise et pas pour faire des jeux vidéo pour le prêter au petit enfant quand il veut regarder, parce que ça peut créer d'autres problèmes au niveau de la relation. Un exemple concret, dans une entreprise qui fait de la certification à Aix-en-Provence, un salarié en télétravail avait l'ordinateur de la boîte en panne. Pour bien faire, il s'est connecté au réseau avec son ordinateur perso. Il a chargé un fichier qui est un fichier client pour pouvoir travailler. L'entreprise s'en est aperçue et l'a licencié pour détournement du fichier. Ah oui. Donc là-dessus, il faut être vigilant. L'ordinateur de la boîte ne marche pas, vous ne vous connectez pas. Ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième raison, qui peut être encore plus stupide, mais qui peut arriver, votre ordinateur est infecté par un virus. Vous vous connectez au réseau de l'entreprise et vous envoyez le virus sur le réseau de l'entreprise, vous êtes fautif. C'est donc pourquoi il faut avoir le matériel de l'entreprise pour pouvoir travailler de chez vous. Ça vous protège et ça protège l'employeur aussi. C'est gagnant-gagnant. Alors, pour rebondir un petit peu sur ça, c'est comme si vous avez changé juste le lieu de travail. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous imaginez que vous êtes dans l'entreprise, et quand vous êtes dans l'entreprise à exercer votre poste derrière votre ordinateur, quand il tombe en panne, vous n'allez pas prendre le vôtre, aller chercher le vôtre chez vous, vous appelez le service maintenance. Là, ce sera pareil, et l'employeur a intérêt
entre guillemets, à réagir un peu plus vite parce qu'il y a déjà l'effet de distance. Mais surtout, on ne fait pas n'importe quoi avec le matériel de la société qui ne marche pas. Vous appelez le service maintenance. Il vient demain, vous attendez demain. L'employeur doit être... si vous étiez dans l'entreprise, il se passerait la même chose. Parce qu'on voit malheureusement de plus en plus de cas au prud'homme où les salariés se sentent... se sont licenciés, mais se sentent licenciés de manière abusive parce qu'ils ont fait ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, j'ai voulu bien faire, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai mis à la place. Oui, il y a eu un problème, vous n'avez pas le droit. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est des règles minimum de sécurité pour l'entreprise. On ne fait pas n'importe quoi avec le télétravail. Le télétravail, j'allais dire, quand on est représentant du personnel, ce n'est pas un accord qu'on traite sur une base de revendication pure comme un nouvel acquis. Le télétravail, ce n'est pas un nouvel acquis. Dans ce que je suis en train de négocier dans l'entreprise, dans le cadre du télétravail, j'impose. J'ai demandé à l'entreprise à ce que le management soit acteur dans un premier temps pour déterminer qui était éligible au télétravail. Parce que dans la même entreprise, dans les services, pas tout le monde peut être éligible au télétravail. Chez nous, on a au moins 2 services. On ne pourra pas les mettre en télétravail parce qu'ils ne peuvent pas travailler hors de l'entreprise. Ils sont à l'endroit où on reçoit les documents. Les documents papier, le courrier arrive là, donc on ne peut pas les mettre en télétravail. Et il y a une partie des logiciels qui ne sont pas en réseau sur l'Internet. Donc ils ne sont que sur un intranet chez nous. Donc ça, on ne pourra pas les connecter. Ça, le problème est réglé. Après, c'est la cohésion des services. La seniorité, parce que chaque individu n'est pas en capacité de travailler de chez lui de manière autonome. Combien de jours? Parce qu'il y a des dynamiques d'équipe à respecter. Moi, je pense qu'en ce qui concerne l'accord de télétravail dans notre entreprise, ça ne peut pas excéder 2 jours par semaine. Ça peut être même beaucoup moins. Parce que sinon, on va couper les dynamiques d'équipe, on organise des salons, on n'est pas tous dans l'entreprise au même moment. Il y a une partie de l'équipe qui est à Reims, là. Et puis quand je vais rentrer, il y aura une partie de l'équipe qui sera à Toulouse. Donc, quelquefois, on ne se rencontre pas. Si on est un peu en télétravail, un peu sur les salons, les équipes ne sont jamais rassemblées pour échanger les informations. Donc ça aussi, il faut y veiller. Dans l'organisation de l'entreprise, il faut aussi que vous soyez, non pas dans un schéma revendicatif, mais dans un schéma de faire avancer à la fois la qualité de vie au travail et à la fois la productivité de l'entreprise. Je crois que ça, c'est très important et qu'il faut l'assimiler. Cette manière, essentiellement, le télétravail est à la demande de l'employeur. Majoritairement, le salarié peut le demander dans certains cas particuliers, en respectant certaines règles. Donc le gagnant-gagnant, c'est tout à fait dans ce sens-là. On y va pour essayer d'améliorer les conditions de travail, sachant que, je l'ai répété tout au début, c'est cadré par la loi. L'employeur ne pourra pas faire moins que la loi, à savoir fournir le matériel nécessaire, s'assurer qu'on puisse travailler d'une manière constante, c'est-à-dire par le biais de la connexion Internet si on est relié à l'extérieur, et de surveiller le travail produit par le salarié. À part ça, le salarié derrière peut aménager son poste de travail. Mais c'est toujours à la demande du salarié. Qu'est-ce qui n'est pas du télétravail? Ça, je crois que c'est important. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas ici, parmi l'assistance, vous avez tous des ordinateurs portables, des téléphones portables. Rentrer le soir à la maison après avoir passé la journée au boulot et se reconnecter, c'est pas du télétravail. Ça, c'est des heures supplémentaires. Donc là aussi, il faut être vigilant. Je veux dire, quand l'employeur dit mais vous avez les outils, vous êtes au forfait jour, vous devez. Non, pas du tout. La loi d'ailleurs, je pense qu'elle le prévoit. Et oui, voilà. Tout à fait. Lambert, et puis une question de l'assistance. Votre prénom, s'il vous plaît? Nawel. Allez-y. Donc, alors moi dans ma boîte, on a déjà un accord qui est plutôt pas mal. Donc un accord de télétravail. Nous, c'est limité à 3 jours. Et comme vous dites, en fait, ça dépend des organisations des entreprises. Alors, j'ai une petite question technique et puis après une autre. Quand vous parlez d'abonnement Internet, ça doit être pris en charge. Enfin, en fait, la question, c'est nous, il est remboursé, l'abonnement. Est-ce que c'est de ça que vous parlez ou en fait, vous préconisez que ça soit même l'employeur qui le paye pour que ce soit lui le client? Si je peux me permettre, j'espère que dans votre accord d'entreprise, normalement, si j'ai bien compris, c'est vous qui payez le forfait Internet et vous le faites rembourser par l'employeur. Alors, quelle est la procédure, comme disait Jacques tout à l'heure, en cas de défaillance du système Internet, qui est entre guillemets responsable si vous ne produisez pas votre travail? Est-ce que l'accord l'a défini, ça? Je m'en souviens plus. Parce que ça, c'est un garde-fou important, c'est que si c'est l'employeur qui prend l'abonnement Internet,
Si c'est coupé, c'est lui qui va intervenir auprès du fournisseur d'accès et c'est lui qui va dire s'il n'y a plus de travail, il sera forcément obligatoirement au courant. Tandis que si c'est vous qui le payez, il faudra vous justifier pour dire voilà, de telle heure à telle heure, j'ai pas eu de connexion internet, c'est à vous de faire les démarches auprès de l'opérateur pour justifier. Bon, il va pas vous licencier comme ça. Mais je veux dire que ce sera à vous de faire les démarches. Et quand vous êtes une entreprise, nous on a négocié un temps de réparation. Parce que quand vous arrivez avec une entreprise, vous dites voilà, j'ai 50, 60, 70 salariés, je veux leur prendre en charge l'abonnement. Donc l'employeur choisit le fournisseur d'accès et comme il arrive avec 60 abonnements, il peut prendre des abonnements dits professionnels qui font des temps de garantie de réparation et d'intervention qu'en tant que particulier vous n'aurez pas. Donc j'ai une autre question. Donc quand vous parlez c'est plutôt une réflexion. Moi je pense que la difficulté de l'employeur à faire ce type d'accord, c'est pas qu'il a peur que les salariés ne travaillent pas assez. Enfin, il y a ça, mais surtout, il veut pas. Ce qui lui pose problème, c'est de ne plus avoir les salariés juste à côté. Nous, on a eu cet accord et il y a beaucoup de salariés qui aimeraient être en télétravail parce que je pense que c'est quand même un peu un acquis. En tout cas, c'est une volonté d'un certain nombre de salariés d'être en télétravail parfois. Et l'employeur, en tout cas le management, ne veut pas que ses ouailles soient éloignées. Et on a pourtant des formations de managers au télétravail, enfin à manager des gens en télétravail. En fait, les managers bloquent avant même que le salarié puisse faire sa demande à la RH. Il dit au salarié non, je veux pas. Alors bien sûr, on a beau lui dire il faut pas faire la demande au manager, tu l'as fait directement, mais dans une relation avec son manager, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que dans la négociation de l'accord, il y a une chose qui a été prise à l'envers. C'est que le management n'a pas été associé. L'accord est descendu du service RH sur le personnel et donc c'est devenu un acquis pour les salariés. Si le management avait été acteur en disant voilà, dans mon service, voilà les conditions requises pour être en télétravail. À ce moment-là, le cadre était fixé et il n'y avait plus de conflit et il n'y aurait plus de crainte du management d'avoir son staff éloigné. Je pense que c'est ça qui pêche dans votre accord, c'est que le management n'a pas été impliqué et que donc on a du mal à le mettre en place. Une deuxième question, votre prénom s'il vous plaît ? Pierre. Allez-y. Je voudrais revenir sur l'Internet, puisque nous aussi, on est un accord télétravail, on est en plein dedans, et on a un problème avec cet Internet, parce que la direction nous oppose le fait que vous avez l'Internet, c'est à titre particulier, privé, on veut bien participer, mais en aucun cas le payer. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme pouvoir pour lui dire, si je vous écoute bien, là, si jamais il y a une panne, c'est de vous. Est-ce qu'il faut qu'on le marque dans l'accord ? Comment on peut faire ça ? Le mot est un peu fort. Pouvoir, on n'en a pas. Puisque c'est du gagnant-gagnant. On ne peut pas aller voir l'employeur dire je veux, il faut. Là, il va tout de suite sortir les griffes et il va dire non, attendez, on n'est pas là pour ça, on est là pour négocier. Alors, il faut lui mettre en avant le problème. Que se passe-t-il ? Bon. La participation, ça va être une négociation entre l'employeur et le salarié ou l'organisation syndicale, puisque c'est toute l'entreprise. Maintenant, la question à lui poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Vous avez participé, qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne ? Alors, est-ce que vous allez participer aussi sur le salaire parce qu'il sera tombé en panne à hauteur de ce que vous payez ? C'est le mettre devant le fait accompli, c'est que le télétravail, tu l'as assez répété tout à l'heure, c'est du gagnant-gagnant. Vous n'êtes plus dans l'entreprise. Ça arrange beaucoup de choses dans l'entreprise, ça aussi ça crée peut-être certains petits problèmes, mais en cas de problème, qu'est-ce qui se passe ? Et ça c'est un problème, on voit dans les différents accords de télétravail, c'est souvent oublié. C'est-à-dire qu'on va négocier tout ce qu'on peut avoir comme avantage au côté employeur, côté salarié, toutes les règles à respecter, mais qu'est-ce qui va se passer en cas de panne ? Est-ce que je reviens travailler dans l'entreprise si la panne dure plus d'un certain temps ? Alors le pouvoir, il n'y en a pas. C'est lui amener des arguments pour lui faire prendre conscience que c'est pas parce qu'il va payer aujourd'hui les connexions internet dans notre pays, parce qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus cher, c'est dérisoire quasiment. Je veux dire que quand on prend le forfait, alors attention, l'employeur il va pas vous prendre, souvent ils prennent pas l'abonnement total avec la télé, les 200 chaînes de télé et autres. Il va prendre l'abonnement minimal qui existe chez tous les opérateurs, la box avec l'accès internet. Donc lui, qu'est-ce qu'il va gagner à payer 15 euros, 14 euros ou 12 euros alors que l'abonnement il doit être autour de 19 ou 20 euros. L'argument c'est de lui dire si vous payez la totalité,
je dirais pas je travaillerai mieux, mais je serai en plus grande sécurité si c'est vous qui négociez l'abonnement Internet pour tous les salariés de l'entreprise. Alors après, les entreprises, souvent, ils ont bien des calculettes. Donc, avec la calculette, vous dites, voilà, on a 3 jours de télétravail, puisque c'était le cas chez Nawel. 3 jours de télétravail par semaine. Nos tickets restaurants, ils sont à 8 €. Sur les 8 €, voilà ce que vous payez. En fait, l'abonnement Internet, c'est 4 jours de tickets restaurant sur le mois. Alors qu'on est 8 jours ou 10 jours en télétravail dans le mois. Donc ça vous coûte moins cher de me payer l'abonnement que de me payer les tickets restaurants que vous me donneriez si j'étais... À la limite, c'est ça qu'il faut comme argument. C'est toujours pareil. Lui amener ses avantages pour lui dire que déjà, ça dégage la responsabilité du salarié en cas de panne. Ça lui permet, lui, d'avoir la main sur l'abonnement Internet. Et il économise de l'argent parce que ça lui coûtera toujours moins cher que les tickets restaurants qu'il va vous donner si vous venez travailler. Peut-être que là, vous allez réussir à lui faire entendre raison ou à lui expliquer que c'est pas une perte sèche que de payer l'abonnement Internet du salarié quand il télétravaille. Et je finirai juste avec une deuxième. Au niveau sécurité, comment nous on nous oppose le fait qu'il y ait un CHSCT qui doivent éventuellement prendre rendez-vous avec le dit salarié pour vérifier si sa consommation électrique est bonne, s'il n'a pas de multiprise, si sa chaise de cuisine est bonne, enfin, etc. C'est exact. etc. C'est exact. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. Bon, d'accord, le CHSCT, conditions de travail, sécurité, on est à la maison. Bon, l'employeur doit s'assurer qu'au moment où vous travaillez, vous soyez dans de bonnes conditions de travail. Bon, de là à dire, on va faire comment on appelle ça, une mission de CHSCT chez tous les salariés qui décident de travailler en télétravail. Ça va poser des problèmes au niveau des genres de délégation parce qu'il va y avoir beaucoup de déplacements chez tout le monde. L'employeur doit mettre à disposition l'outil de travail dans les meilleures conditions. Après, si vous avez une multiprise sur le rallonge électrique qui vous permet d'alimenter l'ordinateur, dans des entreprises c'est souvent pareil. Maintenant, de là à vous interdire, je pense pas, mais c'est vrai qu'il doit s'assurer des conditions de travail. Maintenant, j'ai jamais... Que vous ne soyez pas installé sur une vieille chaise de cuisine bancale et sur une table qui ne soit pas adaptée. Parce que réellement là, vous allez déclencher ce que vous pouvez déclencher aussi en entreprise quand le matériel est vétuste. Les troubles musculo-squelettiques, les choses comme ça. Et ça, là, on n'est plus dans du gagnant-gagnant parce que vous y perdez sur votre santé et l'employeur, il y perd parce que vous allez déclencher une maladie. Et donc, qui viennent contrôler que vous travaillez dans de bonnes conditions avec du matériel pour. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire de la publicité pour un salon concurrent qui est Maison et Objets. Maison et Objets, cette année, pour la première fois, a eu des exposants qui sortaient une gamme de mobilier pour les gens qui sont en télétravail. C'est-à-dire du matériel d'intérieur adapté pour le télétravail. Ce qui veut bien dire que le télétravail, c'est plus qu'une tendance. Oui. Et que l'employeur aussi peut décider d'acheter le mobilier de travail. Tout à fait. Donc ça peut être mis dans l'accord. Comme ça, chaque salarié qui fait son télétravail, il a un package avec l'ordinateur, le mobilier, la chaise, la connexion Internet. Ça peut être à négocier aussi. Comme ça, au moins, on est sûr que une fois qu'on a trouvé les bonnes conditions de travail chez un salarié, on les met en application chez tous les autres. On lui donne son package. Alors, on va faire, sur ces 10 dernières minutes, on va peut-être survoler les différents télétravails. Parce qu'on a l'image du télétravail, on travaille de la maison, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ce qu'on peut appeler le coworking. C'est-à-dire que sur une entreprise qui a son siège dans une grande ville et qui a quelques collaborateurs éloignés, au lieu de les faire travailler de chez eux, ils louent des locaux dans des endroits où d'autres entreprises travaillent. Alors ça a des vertus, ça a aussi des inconvénients. Ça ne résout pas le problème de l'open space quelquefois, ça ne résout pas le problème du transport, mais ça résout le problème de la communauté, de ne pas être isolé. Le télétravail, c'est pas l'isolement. Tout à fait. Alors le coworking, c'est une nouvelle tendance. On partage le travail. C'est-à-dire qu'on va louer, souvent l'employeur va louer un espace où il y aura donc ses salariés à lui, plus d'autres salariés, et ils pourront partager leur travail. C'est-à-dire que on voit fleurir des projets où c'est des gens qui ne sont pas salariés de l'entreprise qui donnent un coup de main à un moment donné pour résoudre un problème sur lequel le salarié n'arrive pas à trouver. Bon, c'est bien, mais moi ça me dérange un petit peu cette nouvelle forme de travail parce qu'après on va avoir... Alors, c'est un peu, je dirais, nouveau. Il va falloir qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Les problèmes vont commencer à ressurgir parce que tu l'as dit, les déplacements sont toujours là. Le fait que le salarié soit éloigné de son lieu de travail habituel pour aller ailleurs, ça va poser d'autres questions qui sont encore pas... je dirais c'est nouveau, c'est neuf, c'est beau.
c'est bien, mais ça va poser d'autres problèmes dans peu de temps, je pense. Et puis parmi les autres modes de télétravail, il y a les statuts des télétravailleurs. Est-ce que les auto-entrepreneurs à temps partiel, ou les auto-entrepreneurs tout court d'ailleurs, qui ne travaillent que pour un client qui est une entreprise, sont des télétravailleurs comme les autres? Est-ce que ceux qui sont sur du portage salarial sont des télétravailleurs comme les autres? Le télétravail ouvre la porte à tout un tas de pratiques qui sont quelquefois proches de la précarisation du salarié. Il faut être très vigilant. C'est un mot fourre-tout, hein, télétravail. Télétravail, le vrai télétravail, c'est un salarié qui est dans une entreprise à un moment donné va travailler chez lui pour l'entreprise. Après, l'auto-entrepreneur qui a une exclusivité avec une entreprise, il faut surveiller ça de près parce que ça peut être assimilable à du travail dissimulé, puisqu'en fait, c'est des salariés à lesquels on dit « mettez-vous entre entrepreneurs, on travaillera qu'avec vous et tout ». Il y a des lignes qui sont, comme on dit, borderline avec les règles, parce que l'auto-entrepreneur qui a un seul et unique client, il faut bien surveiller si c'est pas du travail dissimulé, du salarié déguisé. Ça, c'est une tendance lourde. Certaines entreprises négocient des ruptures conventionnelles avec notamment des cadres moyens qui commencent à coûter un peu cher en leur disant « écoute, tu te mets en auto-entrepreneur et on te fait un contrat à l'année, tu travailles que pour nous ». Ça, c'est très très dangereux. Premier avantage pour l'employeur, il contrôle la masse salariale à au maximum 32 900 € par an. Puisque c'est ce qu'un auto-entrepreneur sur du conseil ou sur des choses comme ça peut facturer au maximum. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il s'affranchit de la protection sociale complémentaire, des cotisations sociales. Il s'affranchit de toutes ces cotisations-là que vous allez payer pour lui. Troisièmement, il précarise le travail, puisque demain, vous êtes un fournisseur comme les autres, il peut cesser sa collaboration avec vous. Donc il faut être très vigilant que ce ne soit pas du licenciement déguisé ou une manière pour l'employeur de réduire la masse salariale dans son entreprise. Donc il faut faire très attention quand l'employeur prend l'initiative du télétravail, de bien s'assurer du statut qu'auront les télétravailleurs. Tout à fait. Et ça, faites confiance à votre organisation syndicale, quelle qu'elle soit, parce que je sais que les organisations syndicales sont très vigilants là-dessus et qu'ils ont plus d'exemples que nous, même si je fais le tour des salons pour CE en France et que j'en entends quand même des vertes et des pas mûres sur ce qui se passe en ce moment. Mais les organisations syndicales, surtout sur les bassins, vont avoir sur une région donnée un regard que nous, généralistes nationaux, n'avons pas. Et tu as peut-être des exemples ici en Rhône-Alpes qui peuvent être édifiants. Nous, on est confrontés essentiellement au problème que tu viens de dire. L'auto-entrepreneur, les ruptures conventionnelles fleurissent, parce qu'on voit le chiffre faramineux aujourd'hui de ruptures conventionnelles qui sont signées par les entreprises, alors que ça a démarré en 2008. On s'est dit que ça allait tomber dans l'eau. On se pose des questions et alors après les gens reviennent devant le conseil de prud'homme parce qu'ils disent moi on m'a fait signer une rupture conventionnelle, on me recrute, on me dit tu vas te mettre auto-entrepreneur, voilà. Mais les gens sont confrontés à un problème, c'est que l'employeur il a plus la relation salarié, il est en fournisseur, donc c'est pas le même tribunal, c'est pas le conseil de prud'homme. Quand on est fournisseur d'un autre, c'est le tribunal de commerce pour certains. Donc je veux dire qu'on est confronté à un problème. Par contre, lui, l'employeur, on peut le faire condamner pour travail dissimulé. Parce que quelqu'un qui prend un auto-entrepreneur en contrat d'exclusivité pour une prestation, c'est assimilable à du travail dissimulé. On ne paye pas les charges sociales, on ne paye pas tout ça, et du jour au lendemain, on met les gens dehors. Donc attention à ça, on est vigilant, on en voit beaucoup. Malheureusement, on en voit beaucoup qui tombent là-dedans parce qu'ils se disent, bon, la relation va plus, mais après, on va continuer à travailler avec l'entreprise. On fait miroiter un beau monde et à la sortie, on se retrouve licencié, rompu la prestation de service, quoi. Dans les médias, on a réduit l'ubérisation du salariat à disposition à travers une plateforme électronique sur un téléphone portable. Mais c'est pas limité à ça, l'ubérisation. L'ubérisation, c'est tous ces contrats d'auto-entrepreneurs qui vous permettent de travailler à la tâche. C'est le modèle contre lequel la ministre, au Conseil économique et social au mois de novembre, nous a dit qu'elle ne lutterait pas. Elle ne luttera pas contre cette forme-là de salariat. Elle l'a dit clairement, on ne luttera pas contre l'ubérisation du salariat. Claire. Madame El Khomri, et ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employeurs vont économiser les cotisations sociales, les locations des locaux, l'électricité, les abonnements, etc. pour payer ses salariés en fonction de ce que le montant, et encore que, en fonction du montant autorisé de facturation des auto-entrepreneurs. Mais comme il va y avoir une relation, une négociation du tarif, si ça se trouve, ils vont les négocier à la baisse.
Donc vous allez être à un moment plafonné à un certain salaire, pas de prime, pas de 13e mois, pas de rien du tout. Donc il faut être très 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 vigilant quand vous allez entendre que dans l'entreprise, il y a une volonté de traiter un accord de télétravail. D'abord, je dirais que l'article 1, c'est très bien quel statut pour les télétravailleurs. Tout à fait. Alors, l'ubérisation, c'est un mot qui a été inventé il n'y a pas longtemps. Hein. Et c'est le plus gros employeur, si on fait l'effectif global de personnes qui l'emploient, c'est le plus gros employeur qui doit exister, si je ne me trompe pas, au monde, je crois, sans aucun salarié dans l'entreprise. Hein. C'est quand même phénoménal. Hein. Donc après, on peut. Bon, je comprends que les gens veulent préférer appeler le taxi Uber, machin, mais la prestation derrière, il n'y a aucune cotisation sociale. Donc nous, à la CFTC, on s'oppose à ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans un système qui, en France aujourd'hui, qui a une protection sociale qui est la meilleure au monde, puisque tout le monde vient pour bénéficier de notre système. Quand on travaille, on a le droit à la sécurité sociale, les allocations, tout ça, grâce aux cotisations sociales des salariés. Quand vous allez supprimer les cotisations sociales, le système va s'effondrer. Alors comme on dit de partout, dont acte. Si vous voulez aller vers un système comme ça, il faut assumer qu'il n'y ait plus de sécurité sociale, qu'il n'y ait plus d'allocation familiale et qu'il n'y ait plus de choses comme ça. Est-ce qu'on peut considérer, quand on emploie justement des auto-entrepreneurs autant qu'on veut, on peut considérer ça comme de la subordination des travailleurs à une entreprise ? La subordination, non, puisqu'il n'y a pas le lien d'employeur à salarié, mais il y a le lien de fournisseur-client. Ah, d'accord. Donc je veux dire que la personne qui est auto-entrepreneur, il va faire une prestation de service. Si ça ne plaît plus à l'entreprise, hop, on prend un autre. Donc il n'y a même pas ce moyen de défense là. Ben non, on n'a pas ce lien de défense là. Bah écoutez, il nous reste encore une petite minute si vous avez envie de conclure. S'il y a encore une question, sinon je pense, Patrick, tu peux conclure, tu le feras aussi bien que moi. Oh bah oui, mais on va revenir un petit peu sur le télétravail. Juste une chose, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on l'a pas défini, c'est les cadres. Parce que la population cadre aujourd'hui, avec son forfait jour, avec le travail à la maison, quand vous êtes en forfait cadre, forfait jour et que vous rentrez chez vous pour finir un dossier, pour pour continuer votre journée de travail, vous n'êtes pas en télétravail. Vous êtes en heures supplémentaires. Enfin, pour ceux qui sont forfait jour, il n'y a pas d'heures supplémentaires, mais vous êtes au travail. Attention, c'est pas du télétravail, la forme de je finis mon dossier quand je rentre à la maison, je le prends, il y en a beaucoup qui le font. Attention, vous n'êtes pas couvert, si vous glissez, vous n'êtes pas du télétravail. Hein. On va vous quitter en vous disant de même pour l'illettrisme, qui est un autre gros sujet. Voilà, merci Jacques. Donc on se retrouve demain à partir de 11h à la radio pour ce fameux débat autour de l'illettrisme qui devient un fléau, il faut le dire, un fléau en France en particulier. Merci de votre attention, bonne fin de journée à l'écoute des programmes de Lyon Première et rendez-vous à demain. Bonsoir. Lyon Première, Jean-Paul Info, la ville dans la